ou la prégnénolone, les sources de DHEA ou de prégnénolone, soit vous les avez sous forme synthétique, et comme je vous disais, les Américains produisent beaucoup ce type d'hormones, c'est des producteurs c'est le pays qui produit le plus d'hormones sous forme de compléments alimentaires parce que la législation le permet. Donc, on peut trouver de la DHEA purifiée, pure, ou de la prégnénolone aussi pure. Mais si on utilise des plantes comme l'igname sauvage, comme je vous disais, le yam ou le maca, par exemple, on trouve dedans soit de la diosgénine, qui est cette molécule qui ressemble dans sa structure moléculaire à la prégnénolone. Ça ne se convertit pas en prégnénolone, la diosgénine. On n'a pas l'enzyme qui permet de la convertir, mais ça donne des effets. Ça veut dire qu'elle agit elle-même comme prégnénolone mimétique. La DHEA, on la retrouve aussi en partie beaucoup plus dans le maca que dans le yam, mais on trouve aussi une petite partie de DHEA dans le yam également, qui est en fait l'hormone précurseur de la testostérone et donc chez la femme de l'œstrogène, puisqu'il n'y a pas de testostérone, la plupart de la testostérone est convertie en œstrogène. OK, donc quel que soit l'extrait de plante ici, on utilise pareil 500 mg à 1000 mg ou 1 g par jour. Des huiles essentielles, par exemple de la sauge ou de gâtillier, pourraient être encore plus efficaces dans le sens où, comme je vous disais, les composés terpéniques ont cet effet sur les œstrogènes. Les autres, comme le kudzu par exemple, ou comme le ginseng, ça, ce sont des polyphénols, donc ils ne sont pas volatiles, donc on les trouve en plus grande quantité dans les extraits secs de la plante. OK. Donc, comme je vous disais, évitez le soja. S'il y a une chose à éviter pour l'œstrogène, c'est bien le soja. C'est toujours transgénique et ça contient des molécules toxiques, même si elles sont œstrogènes mimétiques. Alors, puisqu'on a parlé de comment augmenter l'œstrogène, à ce moment-là, l'augmentation de l'œstrogène ou la tentative d'augmentation de l'œstrogène chez la femme ménopausée doit toujours s'accompagner de la diminution des métabolites de ces œstrogènes qui sont toxiques. Donc ici, je reviens toujours ici. Là, comme je vous disais, vous avez des composés qui sont œstrogènes mimétiques, c'est-à-dire qui miment l'action d'œstrogène en se fixant sur ces récepteurs et en donnant des effets similaires. Mais vous avez aussi, à moindre degré, en moindre quantité, également des composés qui peuvent stimuler l'aromatase également. Okay, et donc qui augmente la synthèse endogène de l'œstrogène. Ce qui fait que on va forcément obtenir plus de métabolites des œstrogènes tout en ayant, ce que je disais, tout en ayant une capacité de métabolisation très réduite de l'œstrogène. Okay, à cause toujours de la ménopause aussi. Donc à ce moment-là, il faut jamais, au grand jamais, toucher à ces plantes. Je parle en cours de ménopause surtout, parce que c'est au cours de la ménopause qu'il y a une baisse drastique de cette capacité de métabolisation. Jamais donner ces plantes-là sans s'occuper de diminuer les métabolites des œstrogènes. Okay. On peut donner ces plantes en dehors de la ménopause, c'est-à-dire avant la ménopause, dans le sens où, malgré tout, on a encore même qu'il y a des mutations qui ralentissent la détoxification ou même la méthylation de ces métabolites des œstrogènes, mais on a toujours des systèmes qui fonctionnent, on a encore des organes d'élimination, on a le foie qui fonctionne bien, etc. Mais au cours de la ménopause, il ne faut jamais, au grand jamais, donner ce genre de plantes-là, pas que cela, mais toutes les autres plantes œstrogènes-like, sans s'occuper de la diminution, de la baisse des métabolites des œstrogènes. C'est extrêmement toxique. OK. Ce que je disais donc sur ces métabolites des œstrogènes, donc on a deux enzymes en fait qui métabolisent